Ligne droite, la table ronde, Liselotte Dutreuil. On change de siège, on change de micro, on change d'invité, les choses se mettent en place. Bonjour Liselotte Dutreuil. Bonjour Maude, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toute l'équipe aussi. Alors que tout le monde pensait les Républicains morts ou du moins moribonds, voilà qu'Emmanuel Macron sort de son chapeau un Michel Barnier qu'il propulse à Matignon. Alors que les Républicains peinaient à se frayer une place entre le RN et le NFP et la Macronie, l'un des leurs se retrouve donc à un poste clé de la vie politique française. Au-delà des responsabilités qu'il porte pour la France, Michel Barnier n'est-il pas l'homme providentiaire que les Républicains attendaient pour redorer l'image de leur parti et ainsi peut-être renaître de leurs cendres? Avec nous pour en parler, Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, auteur de plusieurs ouvrages, notamment Chaos, essai sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès aux éditions du Cerf et L'Ordre républicain dans les circonstances exceptionnelles avec Charles-Louis Foulon chez Economica. Bonjour Arnaud Benedetti, merci beaucoup d'être parmi nous. Alors pour commencer, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de vous poser la question depuis cette nomination, que pensez-vous du choix d'Emmanuel Macron de nommer donc Michel Barnier à Matignon ? Écoutez, c'est un choix qui est indissociable des rapports de force politiques à l'Assemblée nationale. Le président de la République a, durant les semaines qui ont précédé la nomination de M. Barnier, esquissé plusieurs hypothèses, notamment l'hypothèse, entre autres, de M. Cazeneuve, puis celle de M. Bertrand, et il s'est heurté à la dure réalité de l'arithmétique parlementaire et des rapports de force politiques à l'Assemblée nationale, et il a préféré décliner ces deux solutions et trouver finalement un profil qui était le profil vraisemblablement le moins allergisant au regard de la composition de l'Assemblée nationale, avec, de fait, quand même, il faut le noter, j'allais dire presque une coproduction de ce nouveau Premier ministre entre le président de la République et d'une certaine façon le groupe Rassemblement National qui avait mis un veto, il faut le rappeler, sur la nomination éventuelle de M. Bertrand. À partir du moment où le Rassemblement National, faisait preuve d'une sorte de neutralité bienveillante à l'égard de M. Barnier, la nomination de M. Barnier n'allait peut-être pas de soi, mais s'imposait comme une nomination qui apparaissait comme, en tout cas, la plus facilitante dans le contexte très contraint actuel. Est-ce que Emmanuel Macron pourrait aussi envisager une stratégie, parce qu'on le sait, il est adepte des grands calculs. Est-ce que ça pourrait être une stratégie de redonner une place aux Républicains, de leur redonner une chance de reconstituer une vraie force politique majeure, comme ça a pu être le cas par le passé, et un rééquilibrage des forces qui pourrait être en défaveur du Rassemblement national ? Je ne crois pas que c'est son intention première. Son intention première était d'essayer de remettre sur ses rails les institutions de la Ve République, puisque cela faisait presque 2 mois qu'on était sans gouvernement, et d'ailleurs qu'on le demeure, puisque il y a un Premier ministre, mais il n'y a pas de gouvernement à l'heure où nous parlons, et qu'il fallait trouver une solution assez rapidement. Et surtout trouver une solution qui lui évite, et c'était le plus important, une censure immédiate et couperée qui aurait bien évidemment posé problème, notamment pour le président de la République. Donc ça, je crois que c'est le premier point. Après, concernant les Républicains, pour répondre un peu à la question que vous posiez en liminaire de votre propos, la vraie question, c'est de savoir si il s'agit, j'allais dire, d'un levier pour rebondir, cette nomination de M. Barnier, ou est-ce que c'est finalement une absorption des Républicains dans le camp ou dans le bloc central. L'avenir nous le dira. Mais en fait, si vous voulez, il y a 3 paramètres aujourd'hui pour essayer d'expliquer la situation. Le premier paramètre, il est arithmétique, clairement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver un étiage parlementaire suffisant de 220, 230 parlementaires qui permettent de faire redémarrer un gouvernement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième paramètre, il est indissociable du premier. C'est un paramètre politique, c'est-à-dire réussir une articulation politique, parce que et c'est tout l'exercice auquel va être contraint et confronté Michel Barnier, c'est-à-dire trouver un équilibre entre le bloc central, le parti présidentiel, pour aller très vite, et son camailleux, j'allais dire, de courant entre Horizon, Modem et Ensemble, et finalement le Rassemblement national qui dispose, j'allais dire, d'une arme tactique du fait de son groupe parlementaire, qui est le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, tout à fait
importante. Donc là, il va falloir trouver un point d'équilibre, une articulation, un balancier qui permette de faire tenir un attelage qui, sur le plan parlementaire, est quand même, là aussi, très difficile à faire tenir. Troisième point, pour en revenir à Emmanuel Macron, c'est finalement la question de la nature des relations entre ce Premier ministre nouvellement nommé et le président de la République. Sommes-nous rentrés dans un exercice de cohabitation ? À ce stade, on ne peut pas considérer que finalement l'expérience dans laquelle nous sommes en train d'entrer ressemble aux cohabitations précédentes que l'on a pu connaître par le passé, les 3 cohabitations, celle de 86, celle de 93 et celle de 97, pour une raison simple, c'est que il n'y a pas eu dans l'expression du vote, d'une manière très claire, si vous voulez, l'expression d'une alternance. En 86, en 93, en 97, il y avait une alternance très claire qui s'était exprimée dans les urnes. Là, en l'occurrence, il y a certainement un besoin de changement, un besoin de rupture avec le macronisme, mais il n'y a pas de leadership politique qui permet finalement d'imposer une alternance très lisible. Ça, c'est une première difficulté. Mais pour Michel Barnier, la nécessité est quand même très importante s'il veut gagner en crédibilité, de construire, j'allais dire, son territoire par rapport au président de la République et de montrer qu'une page se tourne. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui sera extrêmement important à ausculter et qui nous dira finalement ce qu'il en est de cette relation entre le président de la République et le Premier ministre. Faut-il encore que le président de la République aussi laisse au Premier ministre le soin de composer son gouvernement et surtout de gouverner comme le dispose l'article 20 de la Constitution, qui, de ce point de vue-là, est très clair. Oui. Beaucoup expliquaient que Emmanuel Macron, justement, recherchait une marionnette, quelqu'un de suffisamment malléable pour qu'il puisse en faire ce qu'il veut. Est-ce que vous pensez qu'il a conscience que le profil de Michel Barnier pourrait être aussi celui d'un homme qui cherche à rompre cette allégeance à Emmanuel Macron pour, comme vous le disiez, construire son propre territoire politique ? Non, mais le problème, si vous voulez, pour Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a plus les moyens de sa politique. Il n'y a qu'une seule certitude, finalement, issue des urnes le 7 juillet, c'est que le camp présidentiel a été battu, il a été défait. Donc, il a été défait, mais c'est toute l'ambiguïté de la situation et l'ambivalence de la situation. Il a été défait, mais il est néanmoins indispensable pour que l'expérience gouvernementale de M. Barnier puisse se poursuivre sur la durée. Encore une fois, M. Barnier ne peut pas faire sans les plus de 150 députés du bloc présidentiel. Mais Barnier a un avantage, si vous voulez. D'abord, il a une très longue expérience politique. Il a une expérience politique locale, nationale, internationale. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le fonctionnement de la machine de l'État, qui connaît, qui plus est, les espaces de négociation européens et internationaux, ce qui est aujourd'hui au niveau de la question budgétaire extrêmement important compte tenu de la procédure que la Commission européenne a engagée contre la France pour déficit excessif. Donc il est en mesure, si vous voulez, du fait de cette connaissance, j'allais dire granulaire du fonctionnement de l'État, de pouvoir construire un territoire politique autonome par rapport au président de la République. Mais il faut surtout qu'il le construise également tout en ne s'annihilant pas le lien avec le bloc central, en essayant de mener une politique qui soit une politique de rupture par rapport, et en tout cas une pratique du pouvoir, qui soit une pratique du pouvoir de rupture par rapport à celle de la Macronie. Donc il faut qu'il le fasse tout en ayant pleinement conscience, et il en a certainement conscience, qu'il ne peut pas faire sans le camp présidentiel. Donc en fait, il faut qu'il s'assure à la fois du soutien bienveillant du bloc présidentiel, ce qui n'est pas évident, parce que quand on regarde les déclarations d'un certain nombre de responsables politiques, notamment du groupe Ensemble, ils considèrent que leur soutien sera exigeant. On voit bien que sur des sujets comme l'immigration, il risque d'y avoir des frictions entre ce que souhaite peut-être faire Michel Barnier et ce que ne souhaite pas engager une partie du bloc présidentiel. Donc cette question est absolument indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de Michel Barnier, ce n'est pas tant la relation avec le président de la République, même si elle est importante, que celle de sa relation avec le bloc présidentiel qui est constitué du plus grand nombre de députés qui sont censés soutenir son action.
En fait, Michel Barnier se retrouve dans la position d'un schizophrène qui doit contenter deux camps qui, a priori, sont opposés. Vous pensez qu'il peut réussir ? Non, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il se retrouve dans une position qu'on a bien connue sous la 4e République. En fait, nous sommes en train de rentrer dans une atmosphère très 4e République, c'est-à-dire avec des combinaisons qui sont quand même très précaires, hein, parce que il ne dispose pas, si vous voulez, d'un volume de parlementaires qui lui permet de s'exonérer de toute motion de censure. Hein. Oui. Aujourd'hui, majoritairement, si vous additionnez les voix du Rassemblement national, des ciotistes et du nouveau Front populaire, mathématiquement, vous avez près de 319 députés ou 320 députés qui sont potentiellement susceptibles de voter une censure. Donc, il va être obligé de faire du cabotage, ça c'est évident. Est-ce que, si vous voulez, la situation parlementaire aujourd'hui lui permet véritablement de pouvoir mener une politique qui soit une politique conforme, par exemple, à ce qu'attend un électorat de droite? Ça, c'est une vraie question, parce que il va falloir en effet qu'il fasse vraisemblablement avec la composition de son soutien parlementaire, et la composition de son soutien parlementaire, elle est très souvent divisée parfois sur un certain nombre de grandes questions. Je pense notamment aux questions régaliennes. Je vais me recentrer un peu sur les Républicains au-delà de Michel Barnier. Longtemps, on a eu l'électorat du Rassemblement national qui devait, ou non, mais en tout cas, qui pouvait se tourner plutôt vers les Républicains dans les seconds tours d'élection, etc., après avoir échoué au premier. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Est-ce que vous pensez que les Républicains pourraient finir absorbés par le RN, un peu comme aurait pu l'esquisser d'ailleurs le ralliement d'Éric Ciotti ? Ce qui est sûr, c'est que 80% de l'électorat des Républicains est aujourd'hui passé du côté du Rassemblement national. En plus de 10 ans, les Républicains, enfin en 15 ans, les Républicains, qui devaient avoir près de 300 députés à l'Assemblée nationale, sous Sarkozy peut-être un peu moins, n'en plus que 47. Donc ça en dit long sur, si vous voulez, le dépérissement de cette formation politique qui dispose d'un certain nombre quand même d'appuis. Ils ont le Sénat, ils disposent de nombreuses villes, de nombreux départements, de nombreuses régions, ils ont une implantation territoriale, et puis maintenant, donc, ils sont à Matignon. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose d'assez surprenant avec un parti qui est en déclin, mais qui néanmoins continue à disposer de positions de pouvoir qui lui permettent d'assurer sa survie. En fait, c'est une sorte de quitte ou double pour les Républicains, cette expérience Barnier. Soit Michel Barnier parvient finalement à esquisser une ligne politique qui permet de gouverner et de mener un certain nombre de réformes, notamment qui sont attendues par l'électorat de droite, à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan régalien. Et là, il y a en effet une fenêtre de tir pour que les Républicains puissent rebondir, soit il n'y parvient pas. Et là, en l'occurrence, on risque en effet d'assister au chant du cygne des Républicains. Donc, encore une fois, pour les Républicains, il y a une prise de risque de toute façon claire en décidant d'essayer de monter dans un gouvernement, ce qui n'était pas d'ailleurs l'idée initiale, il faut le rappeler, de M. Wauquiez. M. Wauquiez, au lendemain des élections législatives, propose un contrat législatif, mais il ne propose pas une participation à un gouvernement. Son idée, c'est plutôt d'appuyer, à travers son groupe parlementaire, un certain nombre de textes qu'il considère comme des textes absolument essentiels pour mener la politique de la nation. Là, maintenant, si vous voulez, on a franchi une étape supplémentaire. C'est qu'on va assister à l'entrée au gouvernement de ministres issus des rangs des Républicains. Donc, ils vont être en première ligne. Ils ne sont plus de fait dans l'opposition. Ils rentrent dans une coalition fragile, mais dans laquelle ils vont être tenus pour comptables des résultats de cette coalition. Vous avez dit que Michel Barnier allait devoir esquisser une ligne politique. Est-ce que l'enjeu aujourd'hui pour que les Républicains puissent continuer d'exister, c'est de se réinventer et justement de refixer une nouvelle ligne politique ? Arnaud Benedetti.
Mais la ligne politique des Républicains, on la connaît. C'est une ligne conservatrice, c'est une ligne libérale sur le plan économique. De ce point de vue-là, je crois que la ligne, en tout cas, est assez claire. Le problème pour eux, encore une fois, c'est d'être en mesure, puisqu'ils accèdent à nouveau aux responsabilités, ce qui n'est pas arrivé depuis 2012, hein, c'est-à-dire depuis la défaite de Nicolas Sarkozy face à François Hollande, c'est d'être en mesure de pouvoir finalement imprimer leur marque sur la politique du pays et d'entraîner l'adhésion de leur électorat et de récupérer l'électorat perdu. Ça va être difficile. Ça va être difficile parce qu'ils sont dans un jeu d'alliance où, encore une fois, ils vont devoir malgré tout, pour pouvoir poursuivre cette ligne et mettre en place cette ligne, plutôt devoir négocier en permanence avec notamment l'aile gauche de la Macronie. Vous voyez bien que sur des questions, reprenant la question d'immigration, on voit bien que sur cette question-là, un certain nombre de responsables politiques d'ensemble, plutôt à gauche en l'occurrence, au centre-gauche, considèrent qu'il y a des lignes rouges qu'ils ne veulent pas voir franchir, notamment par exemple sur l'aide médicale d'État, entre autres. Monsieur Lescure et d'autres parlementaires ont exprimé encore ces dernières 48 heures leur plus grande réserve quant à une politique migratoire qui serait une politique migratoire considérée comme trop fermée ou trop ferme. Donc là-dessus, en effet, ça va être un exercice des plus délicats pour Michel Barnier. Vous savez, les expériences de cohabitation passées, c'est-à-dire qu'on est dans une cohabitation qui est un peu différente des autres cohabitations. En fait, c'est une cohabitation à l'intérieur de la coalition. On a connu des cohabitations entre un Premier ministre et un président de la République. Là, on va finalement assister à une cohabitation entre un Premier ministre et une coalition parlementaire où le Premier ministre n'a pas la majorité. D'abord, il y a un fait tout à fait inédit dans la Ve République avec cette nomination de M. Barnier, qui est directement issue du résultat des élections législatives, c'est que c'est la première fois qu'on a un Premier ministre qui est chef du gouvernement, mais qui n'est chef d'aucune majorité. On dit traditionnellement, le Premier ministre, c'est le chef de la majorité. Ah là, il n'a pas de majorité. Alors, il a une coalition qui est minoritaire, mais à l'intérieur de cette coalition minoritaire, il est lui-même minoritaire, puisque le groupe LR ne dispose que de 47 parlementaires. Donc, en fin de compte, le Premier ministre va être, j'allais dire, dans une position de cohabitation avec la grande majorité de sa propre coalition. Et donc, il va falloir que, et bien évidemment, il bâtisse des compromis. Et bâtir des compromis, ça ne permet pas toujours de réformer. Ouais. Vous savez, si le général de Gaulle considérait que la 4e République avait échoué, parce qu'il considérait que les combinaisons politiciennes, pour reprendre son expression, ne permettaient pas de mener les réformes dont l'État avait besoin. Vous parliez de cette ligne politique claire des Républicains, mais pourtant c'est un camp qui se déchire aussi et qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur la ligne à suivre quant au fait de rejoindre le Rassemblement national dans des coalitions et pour les dernières législatives ou non. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les Républicains peuvent exister au-delà de la question de est-ce qu'on choisit Macron ou est-ce qu'on choisit le Rassemblement national? Est-ce qu'ils ont une identité propre ou est-ce qu'ils se définissent forcément par rapport à ces deux camps? Ils se définissent par rapport à ces deux camps, clairement, parce que on voit bien que les dernières élections législatives ont fractionné encore plus les Républicains, puisque M. Ciotti a réussi à monter un groupe parlementaire de 17 ou 18 parlementaires qui, eux, sont favorables à ce qu'ils appellent l'union des droites, hein, et que la plupart des barons, des caciques des LR, ont refusé cette orientation. Alors, finalement, tactiquement, au moment où on parle, la stratégie qui consiste à avoir refusé l'alliance avec le Rassemblement national leur a permis de continuer à exister de manière autonome, avec un groupe parlementaire et avec aujourd'hui un Premier ministre issu de leur rang. Mais est-ce qu'on n'arrive pas au bout du bout de cette stratégie? Parce que, in fine, quand même,
ce qui sera retenu, surtout s'ils échouent, c'est que entre le Rassemblement national et l'alliance avec les macronistes, ils ont choisi l'alliance avec les macronistes. Clairement, puisqu'ils vont participer à un gouvernement avec les héritiers du camp présidentiel. Donc, ils ont fait ce choix, alors, au nom d'intérêts supérieurs du pays, ce qui est tout à fait louable et noble. Mais si demain, par malchance, la démarche de M. Barnier échouait, il est évident, encore une fois, qu'il porterait cette responsabilité-là. Le Rassemblement national, on va en parler un petit peu. Beaucoup, au début, se demandaient si justement Marine Le Pen allait tenter d'envoyer quelqu'un à Matignon, ou d'y aller elle-même d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'ils ont eu tort de ne pas briguer cette place? Alors, quel qu'aurait été le choix d'Emmanuel Macron d'ailleurs, mais le Rassemblement national a tout de suite dit qu'il ne souhaitait pas s'investir justement à ce poste-là. Non, mais il faut revenir à la campagne des législatives. Rappelez-vous, lors de la campagne des législatives, déjà le Rassemblement national considérait que, faute de majorité absolue, il ne pourrait pas gouverner. Que même avec une majorité relative, il ne pourrait pas gouverner. Donc il est tout à fait logique, en l'occurrence, que, fort certes du plus gros groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, et de près de 145 députés, si on y ajoute les parlementaires ciotistes, qu'ils tiennent compte d'une situation qui, sur le plan arithmétique, ne leur permettrait pas de gouverner. Le nouveau Front populaire qui revendique la direction du gouvernement et de Matignon est arrivé en tête, mais lui-même ne peut pas gouverner avec 197 députés. Donc, je veux dire, faute d'un volume arithmétique parlementaire suffisant, cette expérience était bien évidemment vouée à l'échec tout de suite. Donc, le Rassemblement national fait une lecture qui me paraît tout à fait conforme au fonctionnement des institutions. Et donc, la réponse qu'ils ont apportée à cette question est on ne peut plus logique sur le plan politique et sur le plan parlementaire. Michel Barnier va servir de bouclier au Rassemblement national en cas d'échec, il prendra les coups et pour autant le Rassemblement national d'ailleurs pourra en sortir encore plus fort justement en démontrant les échecs des Républicains et de la Macronie. Il ne faut pas se tromper, attendez, parce qu'il y a quand même il faut pas faire cette lecture comme quoi le Rassemblement national soutiendrait Michel Barnier. Ouais. Le Rassemblement national, à l'heure où l'on parle, a dit que il ne voterait pas une censure immédiate. C'était ça l'enjeu. Le premier enjeu, je veux dire, si vous voulez, on agit aujourd'hui politiquement et institutionnellement avec un horizon qui ne va pas au-delà de 3 semaines. L'idée, c'était évidemment d'éviter tout de suite une motion de censure. Donc, pour l'instant, le Rassemblement national, d'ailleurs, n'a pas dit qu'il ne voterait pas une motion de censure. Ils ont dit que ce n'était pas leur intention et qu'ils attendaient de juger sur acte, sur pièce. Donc il va y avoir un discours de politique générale du Premier ministre qui ne va pas demander la confiance évidemment au gouvernement pour une raison évidente. Mais j'allais dire que le juge de paix de la position du Rassemblement national, ce sera le budget. Le premier texte d'importance sur lequel va devoir délibérer l'Assemblée nationale, c'est le projet de loi de finances et le projet de loi de finances aussi de la sécurité sociale, le PLFSS. Donc, à partir de là, on verra quelle est finalement la vraie position du Rassemblement national. Mais ce qui est sûr, c'est que le Rassemblement national veut montrer qu'il est respectueux des institutions, qu'il est respectueux des institutions si un Premier ministre qui sera respectueux de leurs parlementaires et de leur électorat est nommé à Matignon. C'est le cas aujourd'hui, manifestement, de Michel Barnier qui dit qu'il est prêt à discuter avec tout le monde. Mais le Rassemblement national reste une force d'opposition. Donc, en l'occurrence, ils sont, j'allais dire, à tout moment en capacité de déposer une motion de censure ou de s'associer à une motion de censure. Sauf que pour eux, l'intérêt, c'est de montrer qu'ils ne pratiquent pas la politique du pire, que c'est l'intérêt du pays et l'intérêt des institutions qui priment,
et que tactiquement, ils doivent considérer aussi que faire tomber tout de suite un gouvernement Barnier, ça peut comporter plus d'inconvénients que d'avantages. Quand vous dites qu'on a un horizon politique qui aujourd'hui ne va pas au-delà de 3 semaines, comment est-ce qu'on peut faire pour gouverner dans un pays justement qui est dans la politique de l'immédiateté, alors que généralement on est aussi dans un système dans lequel les choses prennent énormément de temps avant de pouvoir être mises en place, ne serait-ce que d'un point de vue purement administratif? Et c'est tout le problème. C'est tout le problème de la situation dans laquelle on se retrouve. Vous savez, il suffit de lire un peu la façon dont la 4e République fonctionnait. Le problème de la 4e République, c'était justement un horizon de gouvernabilité qui était extrêmement restreint et qui empêchait à la fois de mener les grandes réformes dont le pays avait besoin et surtout de faire face aux grands défis de l'époque. Et on se retrouve, si vous voulez, dans cette situation tout à fait paradoxale d'un régime qui a été fait et construit pour pallier aux insuffisances des régimes précédents, la 3e et la 4e République, mais dont le mode de fonctionnement va devoir s'acculturer à une situation politique qui est digne, en effet, de la 4e République. Compte tenu, si vous voulez, des immenses défis que le pays a affrontés sur le plan budgétaire, sur le plan régalien, sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'immigration, etc., on ne peut pas considérer, si vous voulez, que la situation politique actuelle est la plus propice pour répondre à ces défis. Alors, d'aucuns aujourd'hui considèrent que c'est un moment tout à fait opportun pour permettre, justement, par le biais d'un certain nombre de compromis, de mener des politiques qui soient des politiques conformes à l'intérêt général de la nation. La réalité, c'est qu'on va très vite se heurter, in fine, à un fonctionnement parlementaire qui sera extrêmement tributaire des circonstances et extrêmement tributaire, j'allais dire, des oscillations de l'opinion publique. La force des institutions de la Ve République, il faut le rappeler, et c'est ce qui a permis de fait à ce que ces institutions soient les plus longues de toute l'histoire de la République, c'est que, je veux dire, elles permettaient d'affronter les défis et de traverser les crises. Aujourd'hui, on n'a plus l'armature institutionnelle, en tout cas l'armature politique, qui permet de traverser ces crises de manière stable et sereine. Imaginons, faisons un peu de politique fiction, en s'appuyant sur les expériences récentes, imaginons aujourd'hui un gouvernement tel qu'il est en train de se dessiner, avec la composition parlementaire qui est la sienne, affronter la crise des Gilets jaunes. Ça sera certainement beaucoup plus compliqué que lorsque vous disposez d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ouais. Le temps avance, Arnaud Benedetti, j'aimerais vous parler de cette démission d'Emmanuel Macron que certains ont mentionné ou voire souhaité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la question se pose réellement pour Emmanuel Macron de savoir s'il doit démissionner ou non ? Une interprétation littérale de l'esprit des institutions, telle qu'aurait pu la faire le général de Gaulle, par exemple, nécessairement amenée à la démission du président de la République. Quand vous êtes désavoué par 3 fois dans les urnes en moins de 3 semaines, ça veut dire que le lien de confiance minimal entre le pays et le chef de l'État est rompu. Rien n'oblige le président de la République constitutionnellement à démissionner. La vérité, c'est que la question se pose d'ores et déjà. Elle est installée mezzo voce dans le débat politique et dans le débat public. Et tout le problème pour Emmanuel Macron, finalement, c'est la durabilité, si je puis dire, ou la pérennité de l'expérience Barnier. Si demain, M. Barnier est mis en minorité à l'Assemblée nationale, la question évidente du maintien du président de la République sera posée par les acteurs politiques. Donc, ce qui montre qu'il a tout intérêt aussi, si vous voulez, on creux de ma réflexion, qu'il a tout intérêt aussi à faire en sorte que M. Barnier puisse gouverner. Parce que son intérêt, ce n'est pas forcément d'entraver l'action de Michel Barnier. Parce qu'en effet, l'action de Michel Barnier, si elle était interrompue prématurément, finalement, reposerait la question de la responsabilité du président de la République dans cette situation et l'obligerait à trouver une nouvelle solution.
Et quid de cette solution aujourd'hui, compte tenu de la composition du Parlement ? Elle n'apparaît pas évidente à première vue. Et donc se posera la question de savoir si finalement on ne remet pas à zéro le compteur électoral et le compteur institutionnel avec une élection présidentielle qui permettrait éventuellement de résoudre cette crise de légitimité du chef de l'État. Une dernière question, Arnaud Benedetti, pour clore cet entretien, et question qui va se recentrer sur notre sujet, qui était donc Michel Barnier et les Républicains. Michel Barnier peut-il être cet homme providentiel qui, si il réussit à mener à bien sa mission à Matignon, pourrait être l'étincelle qui fera renaître les Républicains de leurs cendres ? Est-ce que vous pensez donc que si Michel Barnier réussit, ça peut être un nouveau départ pour les Républicains ? C'est très compliqué, oui. S'il réussit, évidemment, ça sera, un bol d'oxygène pour les Républicains, après des années et des années de disette. Faut-il encore qu'il réussisse ? Le premier objectif pour lui, pour l'instant, encore une fois, c'est de s'installer déjà dans un minimum de durée, de faire passer le budget, de faire voter le budget, ce qui ne va pas être simple. Et surtout, vraisemblablement, c'est ce qui le différencie, et on le voit bien, moi, ce qui est le plus frappant aujourd'hui, c'est le style Barnier, c'est-à-dire qu'on a un style en rupture par rapport à cette année de macronisme, clairement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va amener indéniablement qui va ramener de la sobriété et peut-être un peu de tenue dans le débat politique, du fait, j'allais dire, de sa nature profonde. Donc ça, c'est déjà un point qui me semble plutôt positif. Mais après, a-t-il les armes ? Encore une fois, pour mener une politique, ça, c'est une autre question, parce que le champ de contraintes qui est le sien reste quand même immense. On continuera d'observer la politique que Michel Barnier va mener, notamment avec très prochainement les questions de budget qui vont devoir être votées. Et on vous réinvitera, Arnaud Benedetti, évidemment, pour décrypter tout cela. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. À très bientôt.